95% des panneaux vendus en Europe viennent de Chine. Voilà, ils ont mis des moyens colossaux. La plupart de ces entreprises ne sont pas rentables. La rentabilité des projets photovoltaïques en toiture, en moyenne, c'est une dizaine d'années aujourd'hui. Et nous, on garantit des performances à 25 ans. On avait une idée, et donc on s'est dit, mais en fait, il va avoir un besoin du marché. On a toutes les compétences, tout le savoir-faire, toute l'expertise pour développer une belle techno. Les industriels ne sont pas hyper friands aujourd'hui, tant pis, on va y aller sous forme de start-up. Est-ce qu'il y a une dimension humaine ? On est passé de 4 à 35 en à peu près 12 mois. C'est un travail de l'ensemble des salariés, un travail collectif avant tout, et une aventure humaine, du coup aussi. C'est une chance incroyable, ça, non ? C'est une formidable opportunité. Les amis, avant de vous présenter cette conversation que j'ai eue avec Yannick et qui vous parle de Heliop, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est Why We Are Innovation by BNP Paribas. Why, c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Concrètement, ils proposent un accès à un réseau de partenaires de qualité. Ils offrent aussi tout un tas de ressources telles que des bureaux, un écosystème et surtout des experts qui vous accompagneront de la phase de création jusqu'à la croissance de votre startup. On a déjà reçu pas mal d'entrepreneurs qui sont passés par le Why et d'ailleurs, ils accompagnent aujourd'hui plus de 75% de la dernière promo du programme French Tech 2030. Est-ce une coïncidence ? Évidemment que non. Alors si vous aussi vous avez envie de bénéficier de leur accompagnement, je vous ai mis le lien directement en bio pour que vous puissiez candidater pour rejoindre leur programme. Encore une fois, un grand merci au Why de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspire à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO. Oh là là, cette intro que j'ai répétée depuis quelques jours. Je suis très content de faire ce podcast. J'allais dire en direct mais non, je vais poser cette question. Mais on est où ? En tout cas, on est avec Yaya et Yannick. Comment ça va, Yannick ? Ça va très bien, et toi ? Ouais, quel enthousiasme. Ah bah oui, bien sûr. Bon, on est où ? Et surtout, pour les gens qui nous regardent en vidéo, je crois qu'il y a un indice derrière nous. C'est quoi d'ailleurs ça ? Ça, c'est de la belle montagne, un beau lac. Mais c'est censé représenter une vraie montagne, c'est un vrai endroit ou pas ? Oui, alors j'imagine, parce que c'est pas moi qui l'ai installé. Et c'était la question géographie qui n'était pas prévue. Question piège, géographie. Bon, on est où, si tu veux répondre à cette première question ? On est dans les Alpes, on est entre Grenoble et Chambéry, à la commune qui s'appelle Le Chélat, sur le site d'SLS Acti Park. Est-ce que vous voyez ma joie d'être à Grenoble ? Non, en vrai, un grand merci à toi. Tombé. Un grand merci à toi, un grand merci à toutes les équipes qui nous ont accueillis. On va raconter un petit peu, on va parler de réchauffement climatique, on va parler de réindustrialisation, on va parler d'énergie, j'allais dire d'énergie solaire. Énergie solaire, c'est comme tu veux, on peut parler des deux. Bah, la question c'est pourquoi on va parler de tout ça. Ouais. Là tu rentres en pitch. Qu'est-ce que Heliop ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quelle est ton œuvre ? Alors l'œuvre est en cours de réalisation et plutôt au démarrage actuellement. Donc Heliop, c'est une société qui a 2 ans, Ouais. Plutôt industrielle. On fabrique, développe des panneaux solaires légers, de nouvelle génération, qui sont adaptés pour les grandes toitures de bâtiments. Ok. Le but, il est simple, c'est de permettre de déployer du photovoltaïque sur des surfaces déjà artificialisées, disponibles en grande quantité. Qu'est-ce que tu veux dire par surface déjà artificialisée ? En fait, le photovoltaïque, c'est un peu la même problématique sur l'éolien ou les énergies renouvelables au sens large. Pour les déployer, il y a souvent besoin de surfaces. Et les surfaces aujourd'hui sont en tension, puisqu'on a déjà consommé beaucoup de surfaces naturelles. Et donc, mettre du photovoltaïque au sol n'a pas le même impact environnemental que bétonner du sol, mais il va quand même occuper de la surface par rapport à d'autres priorités possibles, l'agriculture, la biodiversité, des forêts. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a déjà construit beaucoup. Donc en France, c'est 700 millions de mètres carrés de grandes toitures qui sont très peu solarisées aujourd'hui. Et elles sont peu solarisées parce qu'elles ont, dans une grande majorité, des problématiques de structure. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où on a construit ces bâtiments, jusqu'à quasiment aujourd'hui, alors les fondations n'étaient pas mauvaises, elles étaient juste construites selon des normes, on appelle ça les normes neige et vent, sans penser qu'un jour, il faudrait peut-être rajouter 15 à 20 kg au mètre carré pour les solariser et mettre des panneaux photovoltaïques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on rajoute ce poids-là, on passe au-dessus de la limite critique en cas de forte neige, forte pluie, fort vent. Et de ce fait, on ne peut pas les solariser. Donc, si on veut le faire, il y a 2 solutions. Soit on vient faire un renfort de charpente, mais dans beaucoup de cas de figure, c'est très cher, très complexe, voire impossible, si le bâtiment, il y a une exploitation en dessous. Soit on vient avec une solution plus légère,
compatible justement au dimensionnement du bâtiment. Et c'est ce qu'on a développé. Et c'est ça votre innovation ? C'est ça notre innovation, c'est un panneau léger, un panneau solaire plus léger, mais aussi une intégration compatible à toutes les problématiques assurantielles, les critères techniques, pour faire en sorte que si on met une centrale photovoltaïque sur le bâtiment, on ne vient pas induire de risques supplémentaires sur l'intégrité de celui-ci, à savoir perte d'étanchéité, propagation du feu, tout ce type de risque qu'on peut avoir si on installe des équipements sur une toiture. Merci pour cette pédagogie, cher Jamy. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans ce n'est pas sorcier. Non, explique-moi un truc tout bête, je fais genre depuis tout à l'heure. C'est quoi un panneau photovoltaïque ? J'aimerais que tu nous expliques de manière ludique. Pédagogue. On n'est pas en cours de physique, mais presque. Raconte-moi un petit peu. Un panneau photovoltaïque, c'est un élément qui vient récolter de la lumière du soleil et transformer cette lumière en énergie électrique. C'est quoi le processus ou le procédé ? Le processus, c'est que les photons sont absorbés par un élément semi-conducteur qui est en général le silicium. Et cet élément-là va avoir ce photon va donner son énergie à un électron qui va se libérer du coup et va pouvoir se libérer de la cellule, libérer son surplus d'énergie dans le système et revenir dans une situation plus d'équilibre dans la cellule de nouveau. Donc ça fait une sorte de circuit. Et donc en fait, le panneau photovoltaïque, c'est un élément qui va transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique avec la contrainte de devoir performer, si je puis dire, pendant une durée assez importante, donc 20 ans, 25 ans de durée de vie, de performance qui doit être garantie pour que derrière le projet soit rentable. Si la performance dégrade au bout d'un an, ça n'a aucun intérêt. Tu sais bien que je ne suis pas un expert que je vais te poser des questions très basiques, mais juste pour la comparaison, c'est quoi la différence par exemple en termes d'énergie créée donc si j'ai bien compris, il y a un capteur et après il y a de la transfo pour récupérer cette énergie. C'est quoi la différence par exemple, ne serait-ce qu'avec une éolienne qui fonctionne plutôt avec le vent et j'allais dire un moulin, mais j'avais pas les bons termes. Merde, là je suis en train de m'afficher. Allez, à toi de parler. Dis-moi tout, Yannick. Il y a des points communs. On dit que ces deux types d'énergie sont des énergies intermittentes, c'est-à-dire que l'éolienne va fonctionner quand il y a du vent, le photovoltaïque va fonctionner quand il y a du soleil, et donc la production n'est pas homogène. En termes de rendement, on est sur des choses assez équivalentes et qui progressent dans les deux cas de figure. Les éoliennes, les rendements vont progresser avec les dimensions des éoliennes ou le positionnement de celles-ci, si elles sont sur terre ou offshore, donc en mer, où le rendement va être supérieur. Et pour le photovoltaïque, il y a de la recherche et développement. Moi, je suis issu de ce milieu-là depuis des années pour augmenter les rendements de conversion, donc faire en sorte que sur, par exemple, 100 de puissance qui arrive, on va en extraire progressivement. Au début, on était à 10, puis à 15, et aujourd'hui, on est bientôt à 25% de rendement. Donc voilà, c'est le genre de grandeur. Sur de l'éolienne, est-ce qu'on calcule ce ratio un petit peu de combien on peut exploiter Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne sur les éoliennes, sur ce type de dispositif. Et le photovoltaïque est apparu quand ? En tout cas, cette techno, ce procédé d'extraction ? Alors, je crois que ça a commencé dans les années 60, comme beaucoup de sujets technologiques d'ailleurs. Les prémices sont liées au domaine spatial. J'allais te dire, donc c'est l'avion du coup, ça ? Ou c'est non, c'est les satellites. Donc c'est vraiment... En fait, dans l'espace, pour récupérer de l'énergie, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, les premiers panneaux photovoltaïques ont été fabriqués pour les applications spatiales. Donc, c'était fait à une échelle très très faible, avec des coûts de composants assez élevés. Et progressivement, c'est passé dans un domaine petites industries terrestres, applications terrestres, plus en site isolé. C'était plus pour des refuges, etc. Le potentiel était considéré comme assez faible. Et voilà, après, on est rentré dans une ère industrielle avec différentes phases que je peux te raconter si tu veux. Raconte, fais-moi cette pédagogie. Parce qu'en fait, c'est simple, je vois pas l'intérêt que tu viennes me pitcher Heliop si on comprend pas vraiment la problématique de base et essayer de comprendre, tu vois, là, je tends vers en fait où est votre innovation. Mais du coup, c'est pas toi qui as inventé le procédé photovoltaïque. Et donc, du coup... Non, le procédé... Alors, l'effet photoélectrique, c'est Edmond Becquerel qui l'a inventé, un Français. Je crois que c'était au 19e siècle. Et d'ailleurs, il y a un prix qui est décerné aux chercheurs européens de l'année, si je puis dire, le prix Becquerel, en fait. Et cette année, d'ailleurs, c'est un Français, Daniel Linco, qui l'a eu. Daniel, si tu nous regardes,
Merci de faire Alors, rayonner on peut la le France. féliciter parce que c'est Bravo. une longue carrière et énormément de recherche de qualité. Ouais. Voilà, donc c'est un Français. Après, il y a Einstein, bien sûr, qui a permis, avec toutes ses innovations et sa compréhension du monde et de la physique, d'affiner tout ça. Ok. Et après, on est passé plus à un stade pratico-pratique où on est rentré dans une ère de recherche appliquée, puis d'industrialisation. Ça a commencé, l'industrialisation, au Japon, par les industriels japonais. Il me semble que c'était Kyocera, Sharp. Ok. On commençait à produire des petites séries de cellules et de panneaux photovoltaïques qui étaient... C'était quelle application là? C'était destiné à quoi? C'était des applications terrestres, Ok. voilà, mais on commençait à rentrer dans une petite industrie de masse où ils ont montré qu'en fait, il y avait un intérêt d'industrialiser, ça pouvait s'industrialiser. Et après, ce qui s'est passé, la deuxième étape, après les Japonais, ceux qui ont pris le relais, c'est plutôt les Allemands. Les Ok. Allemands, avec leur culture technique, industrielle, de machines-outils, ont à la fois développé des machines qui permettaient d'augmenter les capacités de production sur les lignes, donc graduellement de réduire les coûts de fabrication, et en même temps, ils avaient des équipes et des instituts d'excellence en recherche et développement, là où la France aussi a commencé à prendre aussi des relais, d'autres pays en Europe, mais c'est l'Europe qui a poussé comment monter en rendement de conversion sur le silicium et comment passer à des procédés d'industrialisation qui permettent de réduire les coûts. C'était quoi la plus grosse innovation, mais d'un point de vue application? Donc non pas l'innovation, mais une nouveauté sur le marché, sur l'industrie, sur quelle industrie? Est-ce qu'il y a une usine en particulier? Est-ce qu'on peut le chiffrer, qu'on se rende compte en gros de l'innovation que ça a été? Alors, ça a plutôt été dans le photovoltaïque. Pendant longtemps, on a pensé qu'il allait y avoir peut-être une rupture. C'est-à-dire que ça a commencé sur du silicium cristallin. C'est comme ce qui est utilisé en microélectronique, les wafers qu'on va retrouver de silicium. C'est un matériau semi-conducteur qui est Ok. abondant. 30% de la croûte terrestre, c'est de la silice qui est purifiée, qui a des propriétés très intéressantes et qu'on surtout toute l'expérience acquise dans le domaine de la microélectronique sur le silicium a permis aussi d'optimiser assez vite les rendements de conversion sur silicium dans le photovoltaïque. Mais le silicium présente quelques contraintes, c'est assez lourd en extraction, en purification, la chaîne de la valeur elle est assez lourde. Donc il y a, C'est à une polluant? époque, non, c'est pas polluant du tout. Même le procédé Alors d'extraction? si, enfin, il y a toujours un impact environnemental quoi qu'on fasse, Ok. mais on n'est pas sur du matériau toxique. Ok. Voilà, on est sur du matériau, encore une fois, abondant. Donc, on a pensé pendant un moment qu'il y avait des technologies alternatives, plutôt des couches minces, à base de différents types de métaux, de matériaux, avec des propriétés semi-conductrices aussi, qui allaient pouvoir peut-être prendre des relais Hmm. à ce silicium. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie, progressivement, s'est consolidée plutôt sur le silicium, avec beaucoup plus d'efforts de R&D, ce qui fait un peu un effet boule de neige, ce qui fait que finalement les alternatives au silicium ont décroché Ok. en termes de performance, en termes de coûts. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une industrie qui a fait une amélioration continue. Donc pas une énorme technologie de rupture, Il tu n'y a veux pas dire? eu Alors, il y en aura peut-être une demain, parce qu'il y a un nouveau matériau qui a été utilisé pour l'application photovoltaïque depuis une dizaine d'années, un peu plus maintenant, qui s'appelle le perovskite, qui a des propriétés très intéressantes, qui pourrait éventuellement travailler avec le silicium pour augmenter encore plus les rendements de conversion, ou seul détrôner le silicium et faire une vraie rupture, mais on n'y est Mhm. pas encore. Et déjà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le silicium, tous les progrès qui ont été faits par l'industrie, parce que j'ai pas fini l'histoire de l'industrie, parce qu'après les Allemands, il y en a d'autres qui ont pris le relais, et là, on a accéléré sérieusement. Le silicium aujourd'hui permet déjà d'arriver à des coûts et des prix de vente du panneau qui sont extrêmement faibles, avec des rendements de conversion qui sont super élevés. Par rapport à ce qu'on avait prévu, où tous les experts avaient prévu il y a encore quelques années, ça s'est accéléré sérieusement. Et du coup, de ce fait, si on sort de la problématique réseau et intermittence, l'électricité photovoltaïque est aujourd'hui la moins chère au monde, c'est même moins cher que le charbon. Tu la vois venir, ma question, ou pas? Pourquoi on ne se... J'allais dire... Est-ce que déjà c'est accessible en B2C ou est-ce que c'est que du B2B? C'est accessible en B2C très facilement depuis assez récemment en fait. C'est qu'il y Ouais. a quelques startups et acteurs
qui propose des kits à monter soi-même qu'on peut brancher directement sur sa prise électrique et on va être autoproducteur d'énergie. Mais ça marche que si tu as une maison et un toit en gros? Alors non, parce que ça se développe en Allemagne beaucoup sur les balcons aussi. Ok. En Allemagne et en France, ça commence à être regardé, mais en Allemagne, il y a même eu des lois, je crois, de voter ou des réglementations de voter récemment, justement, pour pouvoir promouvoir et développer fortement, en partant du principe que chaque domicile, chaque maison ou foyer devait ou pouvait produire sa propre électricité. Si tu as une exposition, on va pas se mentir, Tout si est- tu es mal exposé au soleil, tu vas très peu capter, non? Oui, si tu es plein nord, ça commence à être un peu difficile. Si tu es vertical, c'est moins bon, mais tu vas toujours produire. Tu vas toujours Parce que le rayonnement, il n'a pas besoin d'être direct, il peut être J'allais diffus. dire. Donc c'est aussi peut être diffus. c'est presque de la luminosité que nous on voit en fait. Il y a des rayons qui reflètent. Il y a des rayons, voilà, Ok. sachant que bien sûr, il va y avoir des différences de productibles en fonction de l'orientation, et le mieux, c'est d'être incliné sud. C'est là où on va produire le plus. Donc maintenant on aura un intérêt en plus de juste vouloir chiller sur le balcon et avoir ce rayon de soleil. On aura un intérêt énergétique. Bon, je crois qu'on a bien mis les pieds dans le plat. Je dis bien je crois avoir commencé à comprendre tout ça. Mais du coup j'ai envie qu'on reparle d'Héliop très rapidement. Alors peut-être avant, quand Mais- même, excuse-moi, mais il faut finir l'histoire de l'industrialisation, parce que Vas-y, finis. peut-être qu'on en parlera tout à l'heure aussi. On va en parler. On va parler de réindustrialisation, on va parler de réchauffement climatique, on va surtout parler de comment toi, tu t'es intéressé à ça. Mais vas-y. Et j'aimerais mieux comprendre, je te le dis juste après, si tu veux terminer là-dessus en finissant l'histoire, à quel moment dans la chaîne de valeur s'imbrique ou agit Héliop. Allez, D'accord. à toi. Donc j'en étais à l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne qui avait donné un coup de boost sur... Ça, c'est quelle année, ouais, tu disais les Allemands, c'est à partir de 2005 qu'ils ont vraiment accéléré sur la période de 2000, on va dire de 2000 à 2010. Ok. Et après, ils sont toujours restés actifs, mais en 2010, l'Allemagne était leader même au niveau de la production. Il y avait, on appelle ça la Solar Valley en Allemagne de l'Est, où il y avait énormément de gros industriels qui produisaient, et ils avaient quelques industries qui étaient des très, très beaux flambeaux, qui se développaient très très vite. Et puis il y a eu un relais un peu inattendu côté chinois. Alors, je te pose la question, est-ce qu'il y a un rapport avec le fait, je crois que c'est quand même des gros producteurs de semi-conducteurs, les Chinois? Et là, je sais pas si c'est les mêmes, je pense plus au téléphone, etc. Mais... Alors, il y a semi-conducteurs, ça se fait en Corée du Sud, à Taïwan, beaucoup. D'où les tensions aujourd'hui entre la Chine et Taïwan aussi. Singapour, il me semble. Et puis, bien sûr, la Chine, de toute façon, ont aussi de l'activité dans la partie semi-conducteur. Mais ce n'est pas vraiment pour ça. C'est que la Chine, en fait, aujourd'hui, ont la capacité de se préparer pour le long terme et de faire des plans. Des planifications stratégiques, et donc ils ont décidé que l'énergie photovoltaïque, comme l'éolienne d'ailleurs, ou le nucléaire, parce qu'ils sont un peu sur toutes les énergies très actifs, voire même l'hydrogène, ont décidé que le photovoltaïque était stratégique. En 2010, ils ont commencé à rentrer dans le domaine en passant tout de suite avec des acteurs industriels, sans faire trop de R&D. Et en une dizaine d'années, ils ont complètement renversé la table, si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... c'est le leader. C'est leader. 95% des panneaux fabriqués, vendus en Europe viennent de Chine. Ouais, ils ont le lead sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. Et ils ont même aujourd'hui le lead sur la recherche et développement, puisqu'ils vont même plus vite dans les records de rendement de conversion, etc. Et ils ont surtout permis de changer la courbe de décroissance des prix avec le volume. Donc ça a été un bénéfice pour tous, parce qu'ils ont permis de faire passer le photovoltaïque dans une dimension de crédibilité totale où, quand on était encore en 2010, l'IEA par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, disait que le photovoltaïque avait un certain potentiel, mais sans trop développer. Ce qui s'est passé arrivé en 2020, l'IEA a dit le photovoltaïque c'est le roi de l'énergie, ou ça va être l'énergie, un des contributeurs énergétiques du 21e siècle majeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que avec du photovoltaïque, parce qu'il y a le problématique, comme j'ai dit, de l'intermittence, alors qui peut se régler. Il y a plein de solutions possibles, mais un des problèmes, en interaction avec le stockage de l'énergie aussi. Le stockage de l'énergie, bien sûr, et le renfort de réseau, et aussi les usages. C'est-à-dire que si votre panneau produit plus l'après-midi ou le midi, en général le pic de production chez nous c'est le midi, il vaut mieux faire tourner ces équipements électriques à ce moment-là, ou en tout cas dans la journée plutôt que la nuit, à minima. Et ça c'est quoi? C'est pallier justement le stockage, le problème de stockage? Alors ça permet justement d'éviter
de stocker, la priorité d'abord, c'est de toute façon, dans l'énergie, il y a différents ordres de priorité. Le premier, c'est de consommer le moins possible, la sobriété. Après, c'est effectivement, si on est sur de l'énergie photovoltaïque, c'est d'utiliser ces équipements électriques quand la centrale photovoltaïque produit. Okay. Après, c'est le stockage. Mais pourquoi Alors, juste là, c'est la nuance que je comprends pas. Je t'embête tellement, on n'a toujours pas parlé vraiment d'Heliop. Mais attends, excuse-moi. On y arrive. On y arrive petit à petit. Le réseau fait son nid. Non. Pourquoi d'abord tu veux consommer au moment où la production est la plus haute et pourquoi tu décides pas tout simplement, j'invente, de faire tourner tes panneaux de midi à 16h, là où il y a full soleil, admettons, et tu fais tourner tes machines à 19h. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qu'il va y avoir entre 16 et 19h ? Tu vas perdre de l'énergie là-dessus ? Non, la différence, c'est qu'en fait, si tu ne fais pas tourner tes équipements électriques au moment où tes panneaux produisent, ça veut dire que l'énergie qui est produite par tes panneaux, soit elle est perdue, soit elle est réinjectée dans le réseau et consommée par des voisins ou d'autres acteurs à côté, ou soit tu la stockes. Tu la stockes dans des batteries. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça les différentes options. Sauf que, alors, encore une fois, les batteries, ce qui se passe dans le secteur des batteries, c'est exactement pareil que dans le photovoltaïque. Il y a des gigafactories qui se montent, des améliorations technologiques industrielles qui font que les prix de la batterie ont chuté énormément et qu'aujourd'hui, même dans certaines régions, l'association solaire plus batterie reste encore plus compétitive que la plupart des autres sources d'énergie. Donc c'est en train de venir. Et après, le problème de la batterie, c'est que le stockage, il se fait pas sur du long terme, il n'est pas saisonnier. Et dans l'hémisphère nord ou en France par exemple, si on produit de l'énergie photovoltaïque, on va produire beaucoup plus l'été que l'hiver. L'hiver, on va produire très très peu. Donc la batterie va pas pouvoir stocker sur 6 mois, ça marchera pas. On l'aura vidé d'ici là. Donc c'est pour ça que la troisième couche de l'équation, si on veut vraiment sortir des énergies fossiles et principalement, c'est de passer aussi à une autre forme de stockage sous forme gazeuse qui est l'hydrogène. Qui rend le stockage plus long-termiste du coup ? C'est gazeux, donc on a tout un système aujourd'hui de gaz qui existe, qui permettent de rendre les choses compatibles. Alors l'hydrogène étant un atome assez particulier, ça se fait pas comme ça. Et puis la production d'hydrogène a aussi un certain rendement, c'est-à-dire qu'à l'énergie photovoltaïque, si on produit de l'hydrogène, on va produire de l'hydrogène vert. Cet hydrogène vert, il faut qu'il soit au coût en fonction des alternatives possibles. Il faut qu'on puisse le stocker correctement. Et il y a énormément de start-up, de R&D, d'acteurs dans le monde qui bossent là-dessus. Tu crois aux avions à hydrogène ou pas ? C'est une petite question de curiosité. Je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Quand je dis t'y crois, est-ce que tu penses que ça pourra même devenir des avions de ligne que nous, on utilisera en tant que client ? De ce que je comprends de quelques rapports d'expertise que j'ai pu suivre, la réponse est plutôt non. Mais j'ai pas d'ordre de grandeur. Puis jusqu'à que quelqu'un nous fasse un beau doctorat avec de la recherche là-dessus et qu'on puisse innover. Bref, je te laisse finir cette histoire. On était donc en Allemagne, ensuite on est allé en Asie. On est à aujourd'hui, c'est la fin. L'Asie est leader, 95% de la Chine. l'Asie, mais la Chine surtout. La Chine est leader du domaine qu'on retrouve aussi la même chose dans les batteries. Et c'est même pas dû, à leurs ressources. C'est vraiment, là, tu pars du principe que c'est de la R&D et de l'industrialisation. C'est lié principalement à la disponibilité de moyens fournis par le gouvernement et les banques chinoises qui leur permettent d'aller très très vite, de faire de la gigafactory, donc ils sont sur des ordres de grandeur à 10 fois supérieurs à ce qu'on peut faire en général en Europe, et aussi à une montée en compétence des ingénieurs chinois très très rapide. Ils ont mis les moyens 10-15 ans, ils ont mis des moyens colossaux quitte, parce que pour l'instant la plupart de ces entreprises ne sont pas rentables, donc ça ne leur pose pas de problème de perdre de l'argent, voire des grandes quantités d'argent à court terme. Ne me lance pas dessus, je vais te pour pouvoir dominer le marché et limiter la concurrence à long terme. On parle d'Heliop ? On parle d'Heliop. Mais je vais pas t'embêter là, j'allais dire alors vous êtes rentable, mais attends, on en parle après. Redis-moi dans toute cette chaîne de valeur, maintenant que je crois avoir mieux compris, où est-ce que vous vous insérez Heliop ? Très bonne question. Alors, dans le photovoltaïque, la chaîne de la valeur, elle est assez grande. Il y a l'amont de la chaîne où qui se divise encore en 5 maillons à peu près. Il y a l'extraction, la purification du silicium, en silicium qu'on appelle polycristallin de qualité électronique. Après, il y a la fabrication de lingots de silicium
C'est les semi-conducteurs là ou... Alors c'est de la cristallisation, c'est du tirage, c'est du silicium qu'on va fondre et qu'on vient cristalliser selon une orientation de grain pour avoir une qualité optimale. Okay. Et après ça fait des grands lingots circulaires, on appelle ça avec une technique le Czochralski, où on vient découper ces lingots en plaquettes très fines qui font 120-150 micromètres aujourd'hui. Okay. Et c'est sur ces plaquettes-là qu'on vient fabriquer la cellule photovoltaïque, donc qui est le composant actif. C'est là où on vient lui donner ses propriétés justement de photoélectricité. Okay. Donc c'est le composant souvent jugé noble. Et là, c'est aussi pour fabriquer des usines de fabrication de cellules. On est sur des choses qui se rapprochent de la microélectronique en termes de consommation de chimie, de gaz, procédés assez complexes. Voilà. Et la dernière étape de l'amont de la chaîne, c'est le panneau. C'est-à-dire qu'on va prendre ces différents composants, la cellule, des interconnecteurs, des matériaux d'encapsulation, du verre, etc. Et c'est là où on va fabriquer le panneau, qui est le produit final. Une fois qu'on a fait ça, on bascule un peu plus sur l'aval de la chaîne, où là, on va concevoir une centrale photovoltaïque. Donc, je ne rentre pas dans le détail de comment ça s'installe, qui l'installe, parce que ça dépend de l'application. Et cette centrale photovoltaïque, elle est composée bien sûr du panneau, mais aussi de tout un système de câblage, d'un onduleur qui va permettre de transformer le courant continu en courant alternatif, et éventuellement de batterie, si on fait un site avec stockage. Attends, j'ai des questions, mais je te laisse terminer. Et donc, voilà. Et donc nous on est sur le dernier maillon de l'amont de la chaîne, donc l'assemblage, la fabrication du panneau. Voilà. Et on travaille aussi en interaction, puisque notre panneau est destiné à être mis sur des bâtiments et qui a énormément de spécificités techniques et assurantielles. On travaille en partenariat avec des acteurs du bâtiment, justement pour faire en sorte de concevoir le meilleur produit pour qu'il dure 25 ans, qu'il soit léger, mais aussi pour qu'il s'intègre sur le bâtiment en toute sécurité et en étant compatible aux contraintes assurantielles. Vous sous-traitez du coup une bonne partie, si j'ai bien compris, ta techno c'est vraiment sur les panneaux solaires. Vous bossez avec les Chinois ? Oui, on travaille avec les Chinois. Vous êtes obligé parce que c'est eux qui font les semi-conducteurs, tout ce procédé aussi de... On est obligé de travailler avec les Chinois sur principalement un élément qui est la cellule photovoltaïque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, il y a quasiment plus de fabricants de cellules photovoltaïques. Donc c'est quoi ? C'est juste en dessous du panneau solaire, c'est ce qui va... Voilà, c'est le composant actif, c'est la cellule silicium. Qui va lier en fait le panneau le petit et carré bleu qu'on voit quand on voit dans un panneau photovoltaïque, c'est un assemblage de carrés bleus, c'est le carré bleu. D'accord. Exactement. Et attends, je suis quand même curieux, mais comment ça se fait que les propriétés de vos panneaux soient meilleures dans ce cas-là, si vos panneaux dépendent de ces cellules dans ce cas-là? Alors, en fait, il y a deux choses. La cellule photovoltaïque, le petit carré bleu, c'est ce qui va transformer, encore une fois, la lumière en énergie électrique. Ces carrés bleus, pour qu'ils puissent le faire pendant une durée de 20 ans, 25 ans, 30 ans, plus longtemps possible, il faut les encapsuler. Donc, il faut les mettre dans un composant. Donc, il faut les connecter les uns avec les autres pour avoir le bon niveau de courant et de tension. Il faut qu'ils soient dans une enveloppe de protection qui leur permet justement de durer et de produire pendant une Donc, c'est une durée de vie surtout C'est une durée de vie. Parce que la rentabilité d'un système photovoltaïque, c'est l'investissement initial avec le productible. Donc, combien d'énergie il va produire pendant combien de temps. Si votre panneau il produit pendant 5 ans ou 10 ans au lieu de 25, la rentabilité, elle n'est pas du tout celle qui était prévue initialement et le projet n'est pas rentable. Et toi, à titre perso, ou t'estimes si demain tu installes... D'ailleurs, c'est qui vos clients ? C'est du B2B principalement que vous faites ? On est principalement en B2B. Combien de temps ça prend à rentabiliser pour eux ? Si on va dire qu'ils ont une consommation, je ne connais pas le taux, mais on va dire qu'elle reste quotidienne, quoi. La rentabilité des projets photovoltaïques en toiture, en moyenne, c'est une dizaine d'années aujourd'hui. Donc nous, on vise aussi, avec notre solution, de cet objectif-là, avec quelque chose de progressif, puisque ça dépend aussi du volume. C'est-à-dire qu'une unité de production, comme celle qu'on est en train d'installer au Sheila, il faut qu'elle tourne à pleine capacité pour optimiser aussi tout le système de coûts fixes. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais on va faire un petit tour dans l'usine après. Bien sûr. Donc, tu vas nous montrer ces belles lignes de production. Et par contre, donc 10 ans. Et en revanche, c'est quoi la durée de vie ? La durée de vie du panneau ? Ouais. Durée de vie. Panneau. Alors, ça dépend beaucoup, finalement. Ne me dis pas moins de 10 ans. Non, c'est... Aujourd'hui, nous, on garantit des performances à 25 ans. À 80% de la puissance initiale. Donc, tu es en positif au bout de 10 ans et tu as 15 ans de gains, on va dire, ou de bénéfices nets là-dessus. Exactement, c'est ça l'idée. Ok, très clair.
Raconte-moi un truc tout bête. Souvent, je dis que ce podcast, il est perso. Ça fait une petite demi-heure là qu'on papote de tout ça. Excuse-moi, mais putain, ça te vient d'où cette passion, quoi? Comment t'es tombé dans ça, toi? Tu m'as laissé comprendre que t'avais fait de la recherche. Je te laisse me raconter un petit peu. Alors, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, on va dire, ou tout jeune. Oh, Obélix, sors de ce corps. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, l'INSA de Rennes, en spécialité matériaux microélectroniques. Et à l'issue de ce cursus, donc c'était en 2002, la direction assez naturelle, c'était d'aller travailler dans le secteur de la microélectronique. Ok. Voilà. Et notamment dans le bassin grenoblois où il y avait ST Microélectronique ou d'autres sociétés comme ça. Moi, ça me parlait pas trop. Du coup, toi, t'as jamais bossé dedans? Dans la microélectronique, Ouais. non. Ok. Et pourquoi? Du coup, je pense que tu as fait une thèse, tu racontais un petit peu. Ouais, voilà. Après mon école d'ingénieur, j'ai voulu m'orienter vers quelque chose qui me parlait davantage. Et donc, je me suis orienté dans un laboratoire CNRS à Strasbourg vers une thèse dans le secteur du photovoltaïque, en lien avec mes connaissances et mon cursus, parce que c'était dans la cellule, développement des rendements de conversion sur la cellule. Je suis rentré dans un monde qui était nouveau, qui était hyper passionnant, avec des gens passionnés, quelques laboratoires CNRS qui défendaient un peu la filière à bout de bras contre notamment le nucléaire en France. Les choses s'opposaient un peu à l'époque, aujourd'hui elles s'opposent moins. Et surtout, ces personnes-là avaient la conviction que le photovoltaïque était une des énergies principales du 21e siècle, parce que le potentiel solaire, il est énorme. Je crois que chaque jour, on a 8000 fois plus d'énergie que ce que l'humanité consomme avec le soleil. Mais on la capte pas. Alors, elle est quand même utilisée par les plantes, beaucoup. Donc c'est pas. Oui. mais photosynthèse. Voilà. Okay. Mais si on en capte une infime partie, on peut subvenir à nos besoins. Je crois qu'il suffit de couvrir un petit carré sur la carte du monde dans le désert d'Algérie pour produire la totalité de nos besoins en énergie sur Terre avec du photovoltaïque. Attends, je vais être cash. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ok. Selon toi, j'allais dire, c'est l'avenir? C'est l'avenir qui permettra à nos 7, bientôt 8 millions, je crois on est déjà à 8 millions, je sais pas là, milliards, pardon, ouais, c'est vrai que ça faisait pas beaucoup. Moins que Paris. Mais tu penses que c'est la solution pour que tout le monde puisse avoir accès à une énergie et ce, à, je vais dire, déjà accès, mais du coup ça veut dire à des coûts accessibles aussi? Je pense que le photovoltaïque seul a peut-être une limite, donc c'est pas la seule solution, mais c'est une partie de la solution. Ok, certainement. Pour toi, c'est plusieurs procédés énergétiques qu'on doit coupler. Oui, je pense qu'il faut coupler, il ne faut pas opposer les choses. On voit qu'elles ont tous des avantages, des inconvénients, c'est pas noir et blanc, et donc il faut réussir. La transition sera... moi, j'ai beau travailler dans le photovoltaïque depuis très longtemps. T'es fan du nucléaire? Je suis pas anti-nucléaire non plus, Okay. voilà, parce que le nucléaire il a certaines limites, il a certains avantages aujourd'hui, et donc je pense qu'il faut combiner intelligemment les deux, et ça dépend aussi des pays. Pour la France, se séparer du nucléaire serait sans doute problématique. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de nucléaire, ils ont peut-être intérêt à faire différemment. Donc ça dépend en fait de comment est-ce qu'on est positionné aujourd'hui. On continue, tu disais que tu as fait cette thèse du coup au CNRS. Au CNRS. Combien de temps? 3 ans. Donc doctorat, 3 ans. Doctorat, 3 Tu as ans. utilisé un mot que je trouve hyper intéressant, tu as dit j'étais avec des gens passionnés. On est vraiment passionné quand on fait de la recherche? C'est pas une planque? Ah, je pense pas, non. Non. Alors après, je t'embête, tu vois bien. Non, mais je peux pas. Dédicace à mon père qui a aussi fait de la recherche, que je n'ai pas suivi, mais bon. Non, je pense que ça dépend aussi des endroits dans lesquels on va les faire, des thématiques. Il y a différents niveaux de passion ou de motivation. Ça dépend dans l'équipe à laquelle on est. Toi, tu parlais de conviction à ce niveau-là, sur le photovoltaïque? Alors moi, c'est clair que j'étais dans un laboratoire où il y avait 2 personnes qui étaient... il y en a une qui est partie à la retraite, une qui est encore active aujourd'hui, qui dirigeait ce laboratoire-là, qui était absolument passionnée. Et encore une fois, le petit réseau national, c'était que des gens passionnés. Et quand on rencontrait les Allemands pour travailler avec eux dans les conférences, ils étaient passionnés. Et voilà, il y a tout. Est-ce que vous aviez l'impression d'être entre vous et de vous dire putain, le monde n'a rien compris, mais nous on sait? Et quand je te pose cette question, c'est que quand je vois recherche et que je vois conviction, je vois qu'il y a des signaux faibles, en tout cas pas assez tangibles, pas assez forts pour vous dire c'est la next revolution, mais vous y croyez. Est-ce qu'il y a ce côté de ovni, quoi? Difficile à dire. Le chercheur, bien sûr, il va toujours avoir tendance à
à croire en ce qu'il fait, il a intérêt à le faire. Mais peut-être que des fois, il manque aussi de recul. Et c'est pour ça, quand on rentre dans le milieu de la start-up, ce qu'on nous dit, c'est attention, vous avez peut-être un produit qui est techniquement super sympa, Mhm. mais à la fin, il faut qu'il soit adopté par le marché pour vraiment aller au bout des choses. Bien sûr. Donc après, ça dépend aussi de la recherche qu'on fait. Si on fait une recherche appliquée ou une recherche fondamentale. Toi, c'est quoi d'ailleurs? Alors moi, c'était de la recherche appliquée, très appliquée. Donc, tu étais déjà sur des cas d'usage et en fait, le passage de la recherche à l'application, à devenir entrepreneur, ça a été logique pour toi? C'était assez logique en soi parce que même après, quand j'ai, après ma thèse, intégré le CEA, C'était un postdoc, t'as fait quoi? non, j'ai Non? intégré le Ah, ok, CEA tu as bossé. directement en Ok. ingénieur-chercheur. J'étais basé à Grenoble parce que l'activité photovoltaïque était là-bas à ce On a moment-là. compris que t'es fan de ta région, hein. Tu peux Alors moi, je nous suis dire? breton à la base, Oh, donc le pauvre. Oh, en termes de temps, je sais pas si c'était dépaysé. C'est vrai qu'il fait un peu plus gris ici quand même. moi, ça dépend, je suis Oh. pas sûr. Ah ouais. Bon, je dis ça fait même pas 24 heures que je suis là. Je vais arrêter de Voilà, taper sur les t'es peut-être pas Grenoblois. venu. Alors c'est sûr qu'actuellement, météo est pas top. Non, je te On va confirme, pas se début mentir. octobre, non. Excuse-moi, je t'ai Il y a eu un interrompu. changement radical. Oui, donc après, on a bougé à CEA. l'INES, le CEA. Les équipes qui travaillent dans le solaire photovoltaïque ont été mutées, entre guillemets, à l'INES, qui est l'Institut national de l'énergie solaire au Bourget-du-Lac, pour fonder un centre d'excellence. Donc Ok. avec des moyens mis en place par le département, les communes, et avec des moyens humains de matière grise, CEA, mais aussi un peu de CNRS. Mhm. Et donc, en fait, notre vocation, quand on était... cet institut est encore très dynamique aujourd'hui. Le but, c'était pas de faire de la recherche fondamentale uniquement. Ça, on le faisait un peu avec quelques étudiants en thèse, mais c'était surtout de développer des procédés industrialisables, innovants, qui permettaient de créer de l'emploi et de développer de l'activité. Donc, vous faisiez des tests directement avec des entreprises intéressées? Alors, il y a des thèses avec des entreprises, et puis énormément de partenariats avec des entreprises. France, le CEA ou... Enfin là, après, non, Principalement, alors mais... en priorité, oui, France, mais aussi au niveau européen, ça s'est fait. Il y a eu des Europe, collaborations, même mais en pas Chine. Corée. Ah, ok. Quand En même, Corée, Asie aussi. aux US aussi, il y a eu 2-3 trucs. Parce que le but premier, c'est d'aider à déployer l'énergie photovoltaïque de façon plus importante. Et le but numéro 2, bien sûr, c'est de créer de la valeur sur le territoire national. Donc, d'aider les entreprises à se développer, à innover, à développer de l'emploi, etc. Donc, c'était ça là. T'es là, dis-moi, hein, j'allais dire, tu fais des tests, tu tâtonnes, tu travailles avec des gens qui sont intéressés. Donc là, je parle d'industriels, enfin en B2B, mais pourquoi tu quittes ça? Et en fait, je vais être cash, hein. Est-ce que tu as plus d'impact dans ton métier de recherche et même dans ton métier quand tu étais au CEA, à l'INES, là, on vient d'en parler? Ou est-ce que tu as beaucoup plus d'impact avec Heliop, selon toi? C'est différent. On ne peut pas vraiment comparer. Puisque quand on travaille au CEA, en fait, à un moment, on va passer le relais, si je puis dire, à l'acteur industriel. C'est-à-dire qu'on va pousser une innovation avec lui ou pour lui jusqu'à un certain niveau. Et après, la transformation de cette innovation-là sur un produit finalement qui est mis sur le marché va dépendre plutôt de l'industriel et de sa capacité à le faire. Et là, c'est plus dans les mains du chercheur CEA Mais ou de est-ce que l'ingénieur CEA. l'industriel comprend le travail que le rechercheur a fait avant? Le Que chercheur? le chercheur a fait avant. Le chercheur. Oui, bien sûr, parce que s'il y a une collaboration qui s'est établie, c'est qu'il y avait un besoin de l'industriel. Mais ok, c'est quoi la limite quand toi tu dis qu'un chercheur n'a plus en gros d'impact là-dessus, que c'est à l'industriel de prendre le relais? Je suis sûr que tu as vu des limites dedans, sinon tu n'aurais pas monté Heliop. C'est quoi la limite? Alors, c'est pas exactement pour la raison pour laquelle j'ai monté Heliop. La limite, c'est qu'en fait, on peut développer, en tant que chercheur ou ingénieur, on peut développer un très beau process, le transférer à l'industriel, et l'industriel, derrière, peut faire le job ou pas. Pourquoi il ferait pas le job? Il fait pas le job parce qu'il a peut-être d'autres contraintes, Ok. peut-être qu'il a déjà un core business qui ne lui donne pas la priorité d'y aller, peut-être qu'il a des contraintes financières, je sais pas. Il peut se passer plein de choses qui fait qu'à un moment, on n'a plus la main, on dit c'est dommage, on a quand même travaillé 3 ans, on a développé quelque chose de sympa, puis ça va pas au bout. Alors, des fois, ça a été au bout. Et Il y ça a une t'est arrivé que ça gigafactory aille qui pas se au monte en Italie par Enel Green Power, qui est issue d'une collaboration avec le CEA sur une technologie de cellules. Ok. Ça sera la plus grande usine en Europe de fabrication de cellules et de panneaux solaires qui est en achèvement là actuellement. Donc voilà, il y a des réussites concrètes. Mais moi, c'est pas la raison pour laquelle je me suis lancé dans Heliop. C'est parce que on avait une idée, on avait été sonder quelques industriels pour savoir s'ils étaient intéressés par cette idée. La réponse était oui, mais ils n'avaient pas forcément l'envie ou les moyens d'y aller. Et donc on s'est dit, mais en fait,
il va avoir un besoin du marché. On a toutes les compétences, tout le savoir-faire, toute l'expertise pour développer une belle techno. Les industriels ne sont pas hyper friands aujourd'hui, bah, tant pis, on va y aller sous forme de start-up. Pourquoi ? Parce que le CA a aussi des moyens, justement, d'initier des projets de start-up avec Ok. un programme qui s'appelle Magellan. Ok, t'es lié à Magellan comme l'explorateur ou... Exactement. Ok. T'es lié ou pas au CEA? Eliop, hein, pas toi. Eliop Toi, on a compris. Eliop T'as est une bossé. spin-off du CEA Ok. et Eliop est lié au CEA via différents vecteurs. Donc si je repose la question, hein, c'est la troisième fois, hein. Ouais. En fait, t'as pas eu de frustration dans ton travail? Souvent, j'ai l'impression qu'il y a de la frustration qui fait que les gens vont faire autre chose. Toi, ça n'a pas été même auprès des industriels de te dire que ils ont envie, mais que c'est qu'une question de moyens et au final, tu crées pour toi-même ta boîte, quoi. Donc, Alors, à titre personnel, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est être capable d'évoluer que ce soit au sein d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. En l'occurrence, j'avais évolué au maximum au sein du CEA où j'avais quand même, j'étais rentré en 2005 comme ingénieur-chercheur. J'ai pris plein de postes et plein de responsabilités au fil du temps. C'est sûr que arrivé en 2020, j'avais pas dire que j'avais fait le tour, mais j'avais fait un bon tour des possibilités. ok. Donc c'est sûr que quand il y a eu cette idée, Perspective d'apprentissage. ce programme-là, Ok. je vais dire, toutes les conditions étaient réunies pour se dire, allez, on va aller tenter une nouvelle expérience sur quelque chose qui a du sens, sur quelque chose auquel on croit, parce qu'on est 4 fondateurs, on croyait tous à la pertinence de ce projet-là. Et c'était le point de base, hein, c'est de se dire, si on se lance dans un projet de start-up, c'est pas pour faire une start-up et pour s'amuser, c'est parce qu'on est assez convaincu qu'on a de bonnes chances de réussir. Tu peux, j'allais dire, tout entrepreneur prend un pari à un moment. Mm. Déjà, est-ce que le pari que tu as pris, tu le considérais risqué? Et est-ce que, je sais pas comment dire, mais encore une fois, pourquoi les autres n'ont pas pris ce pari, quoi? Est-ce que tu considères que c'était un pari, quoi? Bonne question. Paris, non. C'est juste, il y a un chemin qui s'ouvre. Alignement Encore des une fois, planètes. avec alignement des planètes. Alignement des planètes, en plus, pour nous, à ce moment-là, très très bénéfique, puisqu'on sort du Covid et de la crise ukrainienne. Et donc, il y a aussi tout un... Enfin, on sort 2020, Enfin, on rentre plutôt. on rentre plutôt qu'on sort. Ouais. Enfin, on sort du Covid et on rentre dans la crise ukrainienne. Je pense que c'est un peu ça le On n'est pas timing. sorti de Voilà. l'Ukraine, malheureusement, Voilà. à la fin de cette crise, mais ouais. Et effectivement, il y a une vision sur l'énergie, le marché de l'énergie, les prix de l'énergie qui s'envolent, tout d'un coup, énormément de propriétaires de bâtiments, de fonciers ou d'industriels qui disent oui, il faut que j'ai une certaine Ça forme renforce la de problématique. résilience sur ma facture énergétique. J'ai intérêt à m'installer du photovoltaïque, puisqu'au moins, si j'en mets, je sais que pendant 25 ans, peut-être que ça ne sera pas à court terme le prix le plus compétitif. Mais par contre, je sais que pendant 25 ans, ma centrale produira tant d'énergie à tel prix. Et donc, ça me stabilisera. Quand l'État a bloqué les prix, tu sais, de l'énergie, tu t'es dit financièrement, ils vont prendre très cher? Genre, tu t'es dit encore une fois, ça renforce la problématique que je suis en train d'attaquer? Non, j'ai pas forcément Pas fait forcément de lien le avec lien. ça. Ok. Non. Parce que Donc, en plus, tu fais du B2B, le blocage toi. de prix, il me semble qu'il était plus aussi pour les particuliers. Oui, c'est ça. Moi, voilà, je pensais. Là, je parle en tant que particulier. alors que nous, en fait, aujourd'hui, on s'adresse plutôt aux industriels, aux acteurs commerciaux, anthropologistiques. Ok. On n'est pas en B2C où notre produit n'a pas aujourd'hui vocation à aller sur les toitures de résidences. Du coup, je veux savoir, dans tout ce pari-là, qui ne t'a pas paru si risqué, est-ce qu'il y a une dimension humaine? Tu as parlé de 3 cofondateurs avec toi. Est-ce que si tu n'avais pas rencontré ces gens-là, est-ce que c'est toi le fonceur? Je pense que oui, mais il faudrait leur demander leur avis. On va les appeler après, t'inquiète. Parce que je suis au démarrage. Donc l'idée, l'initiation, au début, j'ai commencé dans le programme Magellan CEA, j'étais tout seul. Donc c'est Voilà. toi qui allais chercher aussi ces 3 autres profils? Oui. Ouais. Okay. Oui, progressivement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce genre de projet, on est une start-up industrielle, de toute façon, on sait qu'on ne va pas le faire seul, on sait qu'on ne va pas le faire à 4, même si on est 4 fondateurs, on sait qu'on va le faire avec une équipe. Donc aujourd'hui, on est 35, hein, on est passé de 4 à 35 en à peu près tous mois. C'est un travail de l'ensemble des salariés, quel que soit leur poste, hein, un travail collectif avant tout, et une aventure humaine, du coup aussi. Comment on passe de 4 à 35 en 12 mois, surtout quand on est chercheur? Et là, je te titille un peu, mais tu as déjà recruté dans ta vie?
Beaucoup. Ok, dans le Ouais. cadre de la Quand recherche. j'étais au CEA, j'ai occupé des fonctions de chef de laboratoire, de chef de service où il y a 80 personnes, 3 laboratoires. Donc Ok. les process de recrutement, C'est des profils différents quand même. Que tu veux quelqu'un, on dit que les dents doivent rayer le parquet, ou je sais plus comment on dit ça, en start-up. Toi, tu. non, alors chez nous, c'est pas du tout le cas, Ok. déjà. Et on a construit une équipe sur un réseau Ok. de connaissances. Voilà, dans les fondateurs, il y en a 2 du CEA, 2 hors CEA, mais c'est des personnes avec qui on avait déjà travaillé, collaboré dans le milieu du photovoltaïque. Côté business, eux, du coup. Côté industrie Ok. et je veux dire certification, on va dire, Ok. certification de produits. Donc des gens qui connaissaient la thématique, mais qui avaient des compétences complémentaires aux nôtres. Qui comprennent Voilà. l'enjeu commercial, etc. Voilà, de la Ok. gestion d'une société aussi, parce que quand on est au CEA, on ne connaît pas très bien comment fonctionne une société d'un point de vue administratif, financier. Donc voilà, il y a Laurent chez nous qui a ces compétences-là, donc qui nous a rejoint aussi pour nous aider sur ces volets. Mhm. Et Pierre Ruols, qui est directeur industriel, qui venait de l'industrie, donc qui connaissait aussi les process pour monter une usine, celle qu'on visitera tout à l'heure. Excellent. Raconte-moi un petit peu, vous avez fait quoi en. Là, je te parlais déjà, oui, du recrutement. Je voulais juste savoir une chose. Tu peux me parler. Enfin, c'est ça le plus gros risque ou pas pour vous? le, le- la théorie, vous l'avez. Donc la recherche, les résultats de vos recherches. Je suis presque sûr qu'en montant cette boîte, dis-moi si je me trompe, mais tu as déjà beaucoup de contacts avec des industriels, des gens où tu t'es dit, il y a des petits signaux faibles, quoi, des conversations où tu te dis, ok, je sais que ces personnes-là seront intéressées, donc j'ai déjà mis un pas après l'autre. Euh, ouais, j'essaye de comprendre, est-ce que c'est l'humain qui ferait que demain Eliop crash, quoi, et que c'est potentiellement des mauvais recrutements, etc. C'est ton plus grand risque aujourd'hui? Je sais pas. C'est un risque, ça, c'est certain. La qualité de l'équipe, la stabilité de l'équipe, l'ambiance, l'esprit, voilà, ça c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut absolument développer et sauvegarder et préserver dans le temps. Pour réussir, c'est une condition absolument indispensable. Mais les risques, ils sont partout. Ils sont pas que Tu le vois au pas en niveau. fait, ok, de manière. T'as pas peur, quoi. T'es pas en train de te dire à chaque recrutement, oh putain, ça pourrait potentiellement. Faut que j'arrête d'être grossier, désolé. Mais potentiellement, ça pourrait tuer ma boîte, quoi. Non, non, non. Non. Et on essaie, alors voilà, le long terme nous le dira, mais on essaie quand même de recruter des personnes qui ont le même schéma, la même vision que nous sur ce qu'on attend d'une entreprise et d'une vie d'entreprise. Et qu'est-ce que justement, chez des anciens chercheurs, c'est quoi un red flag, quelque chose qui, pour toi, cette personne a, tu vois, un bon cerveau, mais ne pourrait pas fitter chez Eliop? Je pense qu'il faut 2 choses. Il faut les bonnes compétences par rapport au poste recherché. Ça, c'est bien sûr, c'est absolument indispensable. Et après, il faut bien sûr que la personne ait une personnalité. Alors, je me répète un peu, personnalité. Moi, j'ai de la Qui, personnalité, qui, hein, si qui, tu veux. qui vient s'intégrer dans une philosophie, un mode de fonctionnement qu'on met en place. Aujourd'hui, on est dans un management assez horizontal, on n'est pas dans le vertical, on est dans la communication, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, C'est transparent en interne. on veut en parler, on veut le résoudre, et on ne va pas mettre ça sous la table jusqu'à que ça explose. Et on est aussi dans un fit de personnalité. Les gens ont des personnalités tous plus ou moins différents, mais il ne faut Mm. pas aller chercher des opposés pour travailler dans la même équipe, parce que ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, Euh, c'est toujours avoir une harmonie. c'est l'harmonie, c'est le Ok. bon mot, exactement. T'as appris là-dessus? Quand je dis t'as appris, tu t'es entouré de personnes ou t'as gardé de tes expériences de 80 personnes? Tu parlais là au CEA, ou Je je sais pense plus que si c'est CEA ou j'ai CNRS. pas de méthode définie, mais c'est sûr qu'il y a une expérience qu'on cumule avec le temps, hein, dans le management. Et puis après, je pense qu'aussi le point fort, c'est que moi et 3 collègues fondateurs, Mhm. on est parfaitement alignés sur cette vision-là. Et de ce Ok. fait, ça se décline naturellement aussi au sein des équipes. Et des relais. Après, le but, c'est bien sûr que ça soit pas porté par 4 personnes toujours et uniquement, mais que ça soit porté par l'ensemble de l'équipe. Est-ce que t'as toujours fait ce qui te plaisait? Non, bien sûr que non. Non, mais même, hein, je parle, tu vois, allez, on va dire après les études c'est particulier, mais je pars du principe que même le doc, c'est plus des études, on est plus mature dans notre tête, tu vois, donc on le fait pas vraiment à contre-cœur, en tout cas je te le souhaite, mais je crois que non. La question, elle est un peu simple, mais à quel moment t'as commencé à écouter ta voix intérieure, tu vois, et te dire que par moment, toi en plus ingénieur, il y a des choses qui ne sont pas cartésiennes, tangibles, pour autant, tu sens cette chose-là. Et je pense que c'est une force, dis-moi si je me trompe dans l'entrepreneuriat.
Euh, Pas vraiment. Désolé. On ne bossera pas ensemble. En fait, je pense que c'est très difficile. Et aujourd'hui, je pense que voilà, on le voit aussi chez Nouvelle Génération, hein, de faire des études ou de se dire à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que la moitié des jobs de demain n'existent pas encore. True. Donc, comment Voilà. pouvoir s'identifier à ça, ouais. Donc, savoir ce que tu vas faire et savoir ce que tu aimes vraiment, ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel tu vas être. Je pense que c'est pas que ce que tu fais, c'est avec qui tu le fais, qui est hyper important. Plus important que la mission? Peut-être. Je pense peut-être, ouais, sincèrement. Il y a des jobs où toi, t'as adoré travailler avec des gens, même plus que ce que vous faisiez. Ça a rendu la chose encore plus belle. Dans mon cas, peut-être pas, parce que moi, il me fallait du sens toujours. Il fallait que je fasse quelque chose qui me parle. C'était la condition qui était absolument nécessaire. Ok. Mais il y a eu des belles surprises, du coup. Il y a eu des belles surprises, bien sûr. Et donc, de quoi on parlait déjà? On parlait d'humain et on parlait de pouvoir, en fait, écouter sa voix intérieure, se connaître et faire des choses qui nous plaisent. Et C'est ce qui est, de mon point de vue, nécessaire et de ne pas s'ennuyer. Donc de pouvoir apprendre. Moi, en fait, ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que je me suis toujours, quelque part, laissé porter aussi par une part de destin, d'inconnu. Quand je me suis lancé dans cette thèse à Strasbourg, je partais de la Bretagne, hein, j'étais de l'autre côté de la France, un environnement que je connaissais pas, une ville que je connaissais pas, sur un domaine que je connaissais peu. c'est excitant pour toi, ça. En fait, on va dans l'inconnu, mais je pense qu'à un moment dans la vie, il faut accepter de se jeter dans l'inconnu et puis de voir est-ce qu'on va réussir à nager, est-ce qu'on va nager facilement, est-ce qu'on va plutôt couler. L'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Je me suis jeté dans cette aventure-là parce que j'y croyais, mais sans connaître les tenants aboutissants sur l'ensemble des sujets, puisque c'est extrêmement vaste. Hein. Mais tu étais optimiste. Oui, j'étais optimiste. Il n'y a aucun moment où tu as peur. Tu vois, les gens qui nous écoutent, bon, moi c'est le but, hein, c'est d'humaniser aussi le récit de mes entrepreneurs et de mes invités, pas mes invités, comme si je te possédais. Bref, c'est pas ça que je veux dire, mais l'idée c'est qu'ils puissent s'y identifier. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Il n'y a pas des moments où, quand je dis t'as peur, c'est que la finalité, par moment, tu l'oublies et que l'instant T, l'enjeu est trop gros et que t'as peur de mal faire. On le dit quand même, t'as 35 personnes sous ta responsabilité. C'est énorme, moi, je trouve. Alors, je veux pas te faire peur. Hein, ouais, mais... non, j'ai pas peur et on en discute de temps en temps avec les collègues. Hein. On se dit, c'est quand même assez fort ce qu'on a réussi à faire dans ce temps assez limité, hein, parce que l'entreprise a 2 ans, mais en réalité, on a vraiment accéléré à partir de, on va dire, 15 mois. Le premier salarié officiel, c'était le 1er mars 2023. Okay. Les ordres de grandeur. En octobre 2024. Voilà. Pour que les gens situent l'épisode. Ok. Et donc, on se dit qu'on fait le maximum, on essaie d'anticiper tous les risques, on a une belle équipe, une complémentarité. Donc, si on fait le maximum et ça ne fonctionne pas, on n'aura peut-être pas de regrets à avoir. C'est le plus important, c'est pour le côté peur. Regret. Après, effectivement, la responsabilité vis-à-vis des personnes, c'est peut-être le point sur lequel on est le plus sensible, parce que là, il y a de l'humain, il y a du monde, il y a des jobs concrets, bien sûr, on veut les préserver, les développer. Donc c'est peut-être sur ce sujet-là qu'il y aurait une forme de peur, mais peut-être pas, le mot est un peu fort, mais d'appréhension ou d'attention, pour justement le gérer le mieux possible. Est-ce que ta mission, elle concerne le photovoltaïque, ou est-ce que ta mission, elle est humaine auprès de tes employés? Les deux, on est... tu comprends ce que je veux dire? On rentre ensemble dans une aventure dans le but d'essayer de faire quelque chose de bien, en tout cas qui nous paraît bien. On est convaincu que c'est positif, c'est vertueux, ce type de projet-là. C'est vertueux parce que on développe de l'énergie renouvelable, on contribue à le développer, on réindustrialise un segment de la chaîne de la valeur sur le territoire, et le but, c'est de travailler à terme avec d'autres initiatives de projets pour intégrer du composant local, donc voilà, d'essayer de réindustrialiser finalement davantage le photovoltaïque ou d'y contribuer. Donc oui, ça nous parle et c'est vertueux. Et ça, on sait de le faire ensemble. Et si demain le projet crash, il y a cette finalité qui te fera de la peine, mais il y a aussi cette finalité de te dire qu'il y a des gens qui perdront leur job. Je t'embête là-dessus, hein, mais... Mais voilà, non, mais c'est ça le sujet. C'est ce qui nous embêterait, je pense, le plus, in fine. Okay. Et que demain tu réussisses, mais après, sans les 35 personnes, ça te ferait chier aussi. Bien sûr. Okay. Et 35 personnes, ça sera 50 dans quelques mois. Et sur cette unité de production ici, ça sera 80, à peu près, les ordres de grandeur. Donc, on ne va pas s'arrêter. Et le but de la start-up, ce n'est pas de faire que cette usine, c'est de monter d'autres usines de dimensions encore supérieures
ici sur cette commune ou à d'autres endroits en fonction des capacités ou des études à mener, justement pour faire des capacités de production encore plus importantes et déployer de façon plus large en France et à l'international. Tout ça, ça coûte de l'argent. Bien sûr. Est-ce qu'on parlerait pas d'argent? Si Bon, tu veux. raconte-moi comment vous êtes financé et surtout la rentabilité, qui est assez particulier parce que j'ai l'impression que tu crées demain une usine, tu penses déjà à la deuxième et la troisième, en tout cas des lignes de production, tu veux augmenter cette capacité. Cette capacité, elle demande de l'argent. Est-ce que chaque argent que vous dépensez, vous le réinjectez? Et est-ce que vous avez un horizon de rentabilité à moyen terme, je sais pas. Donc du coup, est-ce que tu es riche? Non, je rigole. La vraie question, c'est est-ce que l'argent est le nerf de la guerre? Et surtout, est-ce que la rentabilité, c'est une question que toi ou tes investisseurs vous vous posez? Ou au contraire, est-ce que c'est de l'argent que vous allez coûte que coûte réinvestir jusqu'à atteindre un seuil critique d'adoption en B2B du photovoltaïque, par exemple? La rentabilité est un critère qu'on regarde et qu'on vise à 2025-2026. Donc assez proche. Assez proche, Surtout pour une start-up qui oui, a parce 2 ans. que par rapport, je pense, à une grande majorité de start-up, quand on est sorti du CE, on avait déjà un produit qui avait un certain niveau de maturité. Ce qui fait que ce produit-là, on a déjà pu le fabriquer en plusieurs milliers d'exemplaires et le commercialiser dès cette année. Donc c'est un an ou deux? Ça vous a pris un an pour de la commercialisation? Commercialisation, ça nous a pris un peu plus d'un an, on va dire. Quelqu'un qui n'a pas fait de recherche et qui n'a pas de PhD, enfin de doctorat, concrètement, il passe au moins 5 ans de R&D avant de pouvoir lancer un produit comme ça? Pour une start-up? Ouais. Ça dépend du sujet qui l'attaque. Mais non, en général... votre sujet, je veux dire. Ah, notre T'es sujet. obligé de venir d'un doctorat. Alors, c'est pas une question de PhD ou de doctorat, je pense, c'est une question de comment le projet s'est initié. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré le projet en interne CEA fin 2020. Voilà. Donc en fait, il y a eu tout un passage grâce à ce programme Magellan et à l'investissement et la prise de risque du CEA, la confiance aussi qu'ils m'ont accordé, d'investir pour de dérisquer, exactement, la technologie pour qu'une fois qu'on va voir les investisseurs, déjà on a plus d'éléments, on est plus crédible et c'est plus mature, donc le risque il est déjà réduit. C'est une chance incroyable, ça, non? C'est une formidable opportunité. Pour tout ce qui est start-up industrielle ou ce qu'on appelle les start-up de deep tech qui demandent de la R&D, pour toi, il faudrait que ça vienne jointement avec des centres de recherche. Je pense que c'est ce que propose le CEA, c'est très très fort. Je pense qu'il faut voir s'il y a possibilité éventuellement de le développer. Parce que le modèle est très très bon et je pense aussi que c'est quasi indispensable si on veut vraiment réussir. Je dis pas que c'est quelqu'un qui le fait pas n'a pas de chance de réussir, mais en tout cas ça augmente fortement, je pense, les chances de réussite. Tu trouves que le cerveau des chercheurs est sous-exploité de ce point de vue-là? Je me qualifierais pas comme chercheur. Okay. Et je pense que les acteurs qui sont au CEA, qui se lancent dans de la start-up, ont des compétences techniques avancées, comme c'est mon cas dans le domaine du photovoltaïque et dans le domaine des matériaux, mais ont aussi d'autres compétences pour pouvoir justement mener à bien ces projets. On a parlé de management, il faut des bases sur un peu tout, il faut pouvoir parler aux investisseurs, comprendre leurs besoins, comprendre leurs problématiques, parler aux clients, donc faire du business, du commercial. Donc en fait, il faut être extrêmement polyvalent. Et on ne fait pas tout seul, bien sûr, mais je pense que... C'est un truc que tu as dû apprendre, ça? À vulgariser. Oui, bien déjà sûr. Là, tu dois bien le faire avec moi, merci. Pas expert en énergie ou du photovoltaïque, tu l'auras compris. Plus on explique simplement, plus c'est efficace en général. Ouais. Et même pour toi, en fait. Et même pour moi, bien sûr. Ouais. Les investisseurs, c'est qui chez vous? J'imagine le CEA a quand même mis de l'argent dedans. Alors le CEA a pris des parts à la création de la société du fait de leur investissement dans Spin-off, dans le programme Magellan. Et après, on a travaillé avec un pool d'investisseurs où il y a StarQuest Capital, qui est un fonds d'investissement à impact, article 9. L'EIT InnoEnergy, qui est un fonds d'investissement européen qui a pour but de développer justement les activités industrielles dans le milieu de la transition énergétique. Okay. Donc, ils sont derrière quelques projets Gigafactory bien connus, notamment dans les batteries. C'est de l'invest, c'est pas des dons tout ça. Non, c'est de l'invest. C'est l'investissement en échange de prise de capital. On a, avec des attentes de retour. Bien sûr, BNP Développement, on a parlé hier, qui sont aussi au capital. Allez, petite dédicace car je suis très corpo. Oui, il est là. C'est mon t-shirt que j'aime beaucoup. Et on a aussi une société immobilière, une promotion immobilière qui s'appelle le groupe IDEC, qui se diversifie aussi dans l'énergie et qui sont à la fois au capital, mais aussi un partenaire J'allais te dire, eux, ils peuvent vous apporter pour déployer la solution justement avec eux sur leur parc de bâtiments ou de leurs clients.
C'est qui vos compétiteurs? Alors en France, aujourd'hui, il y en a très peu. Et à l'international? International, c'est beaucoup des Chinois. Il y a quelques acteurs en Autriche. Enfin, un acteur en Autriche, un acteur en Israël. Mais il y a beaucoup de Chinois qui s'orientent maintenant sur ce marché qui était considéré comme une petite niche, mais qui va devenir progressivement une grosse niche, voire un marché important, puisque la construction d'une œuvre ralentit quand même dans beaucoup de pays du fait de soit le ralentissement économique, soit le zéro artificialisation. Et donc, la transition énergétique passe aussi par une amélioration de la performance des bâtiments existants. Ok. Et mettre du solaire dessus, en fait, ça réduit leur empreinte, puisqu'ils vont être autoproducteurs d'énergie. Donc, ils vont réduire leur consommation énergétique indirectement. Et on peut la coupler, cette solarisation de toiture, à des travaux d'isolation pour aussi augmenter les performances thermiques du bâtiment. Donc, ça va dans le bon sens. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer massivement. En fait, plus il y a des compétiteurs, plus c'est bon signe pour toi. C'est-à-dire que la cause est quelque chose que tout le monde prend à bras-le-corps. On dit souvent que sur un marché, si on est le seul acteur, c'est qu'il y a peut-être un problème. C'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Donc c'est bien d'avoir des concurrents. Après, bien sûr, s'il y a des concurrents, il faut réussir à proposer quelque chose de différenciant. Et je pense que c'est ce qu'on fait, avec une approche d'un produit breveté, d'une nouvelle... C'est breveté. C'est breveté. Qui a des propriétés différentes de la plupart des panneaux légers qu'on va trouver aujourd'hui sur le marché, et avec une approche aussi de partenariat avec les acteurs du bâtiment pour sécuriser vraiment la solution complète. La Chine, c'est intéressant ce que tu dis quand même. Juste sur la fin, tu pars quand même du principe que t'as beau avoir la techno, faut quand même avoir des pieds aussi, des œufs dans la distribution en fait, et déjà pouvoir commencer à commercialiser. Mais c'était pas ça ma question. Ma question c'est la Chine. Elle te fait peur ou pas? Est-ce que tu trouves qu'il y a des barrières à l'entrée de ta techno et de ton marché qui sont bien érigées grâce au brevet? Au contraire, avec la force de frappe qu'a la Chine, aujourd'hui, il pourrait te rattraper très rapidement. Alors quand on regarde la situation comme ça assez facialement, on peut prendre peur. On peut se dire, waouh, ils sont aujourd'hui super forts dans à peu près tous les domaines technologiques et industriels. Ils ont une capacité de déploiement qui est absolument hallucinante par rapport à nos capacités en Europe. Mais je pense qu'il ne faut pas s'opposer aujourd'hui. Je pense qu'il faut comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés là, plutôt essayer de travailler avec eux. Encore une fois, la Chine est rentrée dans le solaire en 2010, ils n'avaient rien. Ils ont acheté des process, des équipements allemands, ils sont montés en compétence chez eux. Aujourd'hui, c'est eux qui ont plutôt le lead sur les équipements et les process. On peut très bien faire... On peut pas leur tourner le dos, quoi, en gros. Alors, il vaut mieux... plutôt de réinventer la poudre en Europe en disant on part d'une feuille blanche ou de nos savoir-faire qui sont moins puissants que les leurs, il vaut mieux travailler avec eux, apprendre par rapport à ce qu'ils ont développé depuis à une vitesse importante pour justement essayer de raccrocher les wagons et quitte à travailler avec eux aussi en partenariat puisqu'ils ont des capacités financières importantes. Mais je suis désolé, je pense à de la mondialisation et je me dis c'est beau pour le monde entier, mais après je me rappelle que en 10 ans, ils sont devenus leaders grâce au gouvernement. Et on sait tous que le gouvernement chinois a une grosse emprise sur leur business. La question est la suivante. Il n'y a pas des conflits d'intérêts au bout d'un moment? Tu vas vraiment... Moi, j'ai du mal à croire, mais dis-moi si je me trompe, mais que la Chine opère pour le bien-être de toute la planète. Moi, je pense que c'est d'un point de vue économique aussi et de compétition. Il n'y aura pas des barrières à un moment que vous risquez d'atteindre? Tu peux y aller, je ne crois pas que les Chinois parlent français. Ils nous écoutent pas, t'inquiète. Non, mais on travaille avec certains acteurs chinois et la collaboration est exemplaire. Ok. Voilà. Ils sont extrêmement pros dans leur approche, il n'y a pas de conflit, donc moi je ne suis pas là pour critiquer. Et encore une fois, sans les Chinois, le photovoltaïque n'aurait pas cette image et cette crédibilité aujourd'hui. Heureusement qu'ils ont été là pour prendre les relais. Le problème, ce n'est pas la Chine, le problème c'est le positionnement de l'Europe et la capacité de l'Europe à défendre sa souveraineté. On n'est pas... en cohésion aujourd'hui au niveau européen. Chaque pays essaie de faire son truc dans son coin sans avoir les moyens nécessaires. L'Europe ne met pas de barrière sur les produits importés, quels qu'ils soient. Il y a le même sujet sur les batteries, il y a le même sujet sur les véhicules électriques en train d'arriver, il y aura le sujet sur les électrolyseurs demain. Donc en fait, c'est à l'Europe de prendre des décisions fortes, de dire ok, si on commence à mettre des barrières douanières pour défendre notre industrie ou à trouver des mécanismes pour le faire, il faut l'assumer. Ils ne sont pas prêts à l'assumer jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a des peurs de perdre d'autres secteurs. On est dans le luxe, on est dans les spiritueux, on peut être dans les voitures allemandes. Voilà. Donc c'est
Les États-Unis, aujourd'hui, ils ont fait l'IRA, Inflation Reduction Act, qui a pour but justement de développer des nouveaux secteurs industriels face à la Chine. L'Inde fait pareil dans le secteur du photovoltaïque. L'Europe, aujourd'hui, lance des initiatives. Et encore une fois, on est au stade de l'initiative, c'est-à-dire qu'il y a des discussions, ça va prendre du temps, on ne sait pas si on arrivera, ça sera décliné dans chaque pays Mais après. il faut collaborer. C'est pas assez fort. Et aujourd'hui, la balle elle est dans le camp des Européens. Les Chinois, ils font ce qu'ils doivent faire et ils le font très bien. Tant On mieux met pour pas eux. assez d'argent. Alors, on met pas assez d'argent. Mario Draghi l'a dit, je pense, dans un des rapports récents. On peut pas mettre de l'argent partout, donc il faut choisir aussi ses combats. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est aussi le saupoudrage. Où on va vouloir faire un peu tout, mais on fait tout un peu mal. Il y a beaucoup de com presque au bout d'un Alors, moment. on est beaucoup dans la com et dans l'administratif Dans le aussi. bien-pensant, L'Europe, ok. la France, on connaît bien la complexité administrative des process. C'est sûr qu'en Chine, ils font ça de façon un peu plus directe. Ça ne veut pas dire que c'est bien non plus, puisqu'il y a d'autres contraintes Bien sûr. ou d'autres revers à cela. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un enjeu sur la réindustrialisation et la souveraineté, je pense, au-delà de la réindustrialisation, c'est de se dire, si demain, la plupart des composants qu'on utilise au quotidien, c'est pas nous qui les fabriquons, qu'est-ce qui va se passer socialement, économiquement et en termes de souveraineté. Et ce podcast touche à sa fin. Mais non, je ne vais pas te lâcher dès maintenant, te laisser partir, cher Yannick. Bon, déjà, est-ce que tu as pris du plaisir ? J'aime toujours discuter de tous ces sujets-là, donc oui, c'était très sympa. Yes. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ? Je me pose la question. Tu m'as dit juste avant off, tu as noté. Non, j'ai rien noté. Tout ça, c'est dans ma tête. Mon cerveau n'est pas infaillible. Parfois, j'ai ma mémoire qui me fait défaut. Dis-moi, est-ce qu'il y a un truc que tu voulais aborder ? Je pense qu'on a abordé la plupart des sujets. Certains, peut-être, auraient pu être développés davantage, mais il n'y a pas de trou dans la raquette, il me semble. Il y a un sujet, mais en fait, il est un peu... Est-ce que le réchauffement climatique, c'est un sujet qui t'importe, toi, par exemple, et notre planète en général ? Ouais, au-delà du réchauffement climatique, c'est l'environnement, la présence de l'humanité sur Terre et la pérennité, la capacité à conserver un habitat. Tu te poses des questions de ce qu'on va laisser à nos enfants ? Même à nous-mêmes. Je ne suis pas sûr que dans 20 ans, les choses seront similaires à aujourd'hui. Donc, oui, les questions, on se les pose tous les jours. Dit-il avec un grand sourire. Là, l'entrepreneur, il est plus aussi optimiste qu'il y a quelques minutes. Mais bon, moi, j'ai envie de faire un petit tour dans ta tête, un dernier petit tour. J'ai envie de te poser une première question qui est un peu bizarre. Accroche-toi. Est-ce qu'il y a un signe que tu revois de toi petit, entre tes 0 et 12 ans, on va dire, qui te montre que tu aurais pu être entrepreneur et que c'est une suite logique ? Des petits signaux avant-gardistes. C'est une question un peu bizarre, effectivement. Alors, absolument pas aucun signe. Quand j'étais petit, j'étais très mauvais à l'école, très malade. Je viens d'une famille plutôt ouvrière, donc je n'étais pas du tout destiné à faire des études ou à faire ce type de job. Comment tu définirais ta mission de vie aujourd'hui ? Le destin, peut-être, tout simplement. Elle vient de quoi ? Est-ce qu'il y a des choses qui l'ont nourrie ? Est-ce que tu as un combat, toi, même si tu veux pas en parler en détail, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'animent et qui t'habitent ? Non, pas de combat particulier. L'idée, c'est de se dire, on est présent sur Terre, essayons de faire quelque chose de bien. Essayons d'apprendre aussi, il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir. Et je m'inscris plutôt dans cette philosophie, cette approche, en toute modestie. Tu trouves qu'on regarde un peu trop notre nombril et que les gens ne regardent pas autour d'eux assez ? Voilà, certainement. Ouais. Tout à fait. On peut apprendre tellement des autres. Est-ce que l'entrepreneuriat est source de bonheur pour toi ? L'entrepreneuriat est source de bonheur et aussi source de souffrance par moment, je pense, parce qu'on va un peu au-delà des fois de ses capacités ou de sa zone d'équilibre, plutôt, pour être plus précis. C'est bien de sortir de sa zone de confort, hein, moi j'aime bien, parce que je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Mais il ne faut pas rester trop longtemps, des fois hors de sa zone de confort, parce qu'on peut avoir aussi un retour de bâton. Et je pense que l'entrepreneuriat a ce risque-là. Moi j'ai fait une formation HEC Challenge Plus l'année dernière, et il nous disait bien, attention, la start-up c'est beau, c'est un projet extrêmement dynamique où vous allez découvrir plein de choses et rencontrer plein de personnes et apprendre beaucoup, c'est vrai, mais attention aussi à vous, à votre famille, à votre santé, parce qu'il faut durer et c'est très intense au jour le jour. Et on le constate, bien sûr. Tu as un tips là-dessus ? J'ai l'impression, je pense que pour être entrepreneur, ça touche à ton entièreté, à tes émotions, à tout ça. Tu es vraiment en première ligne. Tu as un tips, toi, là-dessus, pour faire attention à l'équilibre ? Est-ce que tu mets une discipline ?
Est-ce que tu parles avec des gens? Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent et qui, par moment, pourraient lésigner sur quelques conseils en toute sur leur modestie, santé, encore quoi. une fois, hein, mais je pense qu'il y a 2 éléments qui sont importants, hein. C'est, à titre personnel, de garder l'alimentation, le sommeil et l'hygiène de vie, si je puis dire. Voilà, il faut Arrêtez de manger du sucre, putain. peut-être, ça dépend aussi des gens, mais je pense que ça, c'est un point important. Faut pas sacrifier son sommeil ou sa santé. Et puis derrière, justement, pour pouvoir réussir à faire ça, c'est aussi s'appuyer sur une équipe. Donc, il faut pas faire ce type de projet en s'isolant, mais Ok. plutôt en essayant d'inscrire dans la dynamique tout le monde. Et de ne pas hésiter à embaucher. Alors c'est Mhm. sûr qu'il faut aussi, les contraintes financières ne sont pas les mêmes pour chacun, mais il faut constituer une équipe et il faut des gens et il ne faut pas prétendre qu'on va tout régler sur tous les, projets, les sujets à chaque fois, et de se partager le boulot tout simplement. Si je comprends bien, il faut se connaître et se mettre dans les meilleures conditions pour exploiter son actif cérébral, je Se sais pas comment connaître, c'est dire. que s'écouter, savoir aussi dire non, et c'est pas toujours simple. Ah ouais? En tout cas pour moi. Parce qu'on a toujours envie, bien sûr, chaque opportunité, chaque main tendue a toujours son niveau d'intérêt. T'es un Mais on gentil, apprend. toi? Je suis plutôt un gentil, je pense. Ouais. Ça Après, t'a fait défaut dans ta carrière? Non. Jamais, Non, jamais. parce que je pense que quand c'est le moment de dire non, je sais aussi le faire. Est-ce que tu penses que... Allez, je vais me mouiller un peu. Moi, dans mes idées, dans ma vision du monde aujourd'hui, je m'auto-convainc que c'est le monde des bisounours. Mais j'en suis convaincu que la bienveillance, qui est sous-cotée de fou, c'est ce qui rendra un business, des activités, des projets pérennes. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, toi. En interne d'une équipe, certainement. Oh, même avec des partenaires Mais en avec, extérieur. avec les partenaires, l'honnêteté, la transparence, le fait d'exprimer ses besoins ou ses contraintes, je pense que c'est aussi important. Bon, c'est ma dernière question. Si on se revoit dans 3 ans, on est déjà toujours en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette fois, je l'ai bien dit. Non, on en est où avec Heliop? Alors bien sûr, dans 3 ans, l'usine qui est présente ici sur le site de Sheila, le but et notre objectif, c'est qu'elle tourne à pleine capacité. Voilà. Et après, il y aura, dans 3 ans, j'espère qu'il y aura aussi d'autres unités de production. Est-ce que ça sera ici ou ailleurs? L'avenir nous le dira. Ailleurs en France ou ailleurs international? Dans 3 ans, je pense que ça sera plutôt ailleurs en France, Ok. ou ici, encore une fois, hein, ou dans la région. Mais il y a une perspective. Ça, si tu dis, un dossier. Parce que si on fait une autre usine, ça sera sur une capacité x5 à x10 par rapport à celle-ci. Ah ouais, ok. Donc on va être sur du 2 hectares, 3 hectares de surface. Et donc c'est un dossier industriel qui devient être suffisamment conséquent pour être étudié intelligemment, pour bien comprendre où est-ce qu'il est pertinent de l'implanter. Et je note juste un truc, c'est que dans 3 ans, il y a aussi la renta. C'est Bien tout évidemment. le mal qu'on vous souhaite. Et j'ai cette dernière... Non, vas-y, je vais pas t'embêter. Non, je crois qu'on a fait un bon podcast, c'est bon, ça fait un bon... Tu peux couper, tu me poses la dernière. 1h15, quand même. 1h20. Non, mais en vrai, parce que le problème, c'est que les questions, elles sont pas limpides. Et du coup, si j'ouvre une brèche, on va pas terminer, Yannick. Donc, je te propose qu'on en discute en off au cours d'un café. Un grand merci. Merci à toi. Merci de nous avoir accordé cette heure et quelques Qui a passé vite. Ou qui est passé vite, j'espère. De toute manière, je t'ai bombardé. Tu vois, il est pas eu le presque temps de boire. 11 tu heures. vois. Donc, Bon, on a pris, sacrifié le déj. Bon, non, arrête. on va boire un petit café. Après, tu vas nous montrer ces belles lignes de production. Et puis, un grand merci à tous de nous avoir écoutés. Et j'aime de plus en plus recevoir des doctorants. Parce que, en effet, je t'ai raconté un peu mon Si histoire. tu m'appelles doctorant, Je sais que tu as dit que tu voulais pas. Pour un petit jeune. Non, mais tu vois, des chercheurs, des gens qui viennent de la recherche. Mon père a fait Un de la doctorant, c'est recherche. quelqu'un qui fait une thèse, tu vois, qui est en train de faire sa thèse. Ok, un doctorant. ex-doctorant. Un Oh là là, ex- un ancien il m'a doctorant. saoulé. Oh Yannick, Non, mais- vraiment. Tu voulais terminer le Tiens, podcast comme un ça. docteur ou un chercheur, tu vois, c'est mieux. Bon, quelqu'un qui vient du milieu académique en tout cas, Ouais. qui vient avec une innovation. Et tu vois, j'étais quand même titillé sur l'impact, etc. Moi, dans ma famille, ma mère est prof, mon père est ancien doctorant. C'est drôle, à chaque fois je dis il est doctorant, du coup les gens ils doivent pas capter. Ouais, c'est Doctorant ça. à 60 ans. C'est ça. Et donc du coup, moi j'ai longtemps été tiraillé dedans. Je sais pas où je vais, mais j'y vais en tout cas. Donc voilà, merci de m'avoir inspiré. Et un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est ma 3e ou 4e grossièreté de l'épisode. On finit en beauté. Merci pour ton temps, Yannick. Merci à toi. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.